Ma femme est revenue de Thaïlande avec un bronzage parfait, une nouvelle coupe de cheveux et la syphilis. Ce diagnostic a révélé une vérité que je n'étais pas prêt à entendre. Pendant 2 semaines, pendant que je travaillais sur mes projets en rêvant de notre avenir, elle construisait une double vie avec un homme qu'elle avait rencontré sur les réseaux sociaux. Mais l'infidélité n'était que le début. Ce que j'ai découvert ensuite a détruit tout ce que je croyais savoir sur ma femme, sa meilleure amie et l'homme qui les manipulait toutes les deux. Cette histoire vous montrera comment la faiblesse peut devenir de la force et comment parfois la trahison la plus douloureuse cache une manipulation bien plus sombre. Vous êtes sur la chaîne Histoire d'infidélité. Dans les commentaires, écrivez de quelle ville vous regardez et quel temps il fait dans la rue. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Pierre, un homme ordinaire qui pensait que l'amour suffisait, jusqu'à ce qu'un détective privé lui révèle l'ampleur du complot qui détruisait sa vie. Installez-vous confortablement, cette histoire va vous glacer le sang. Julie et moi avions vécu 4 années de mariage. Je travaillais comme développeur informatique dans une grande entreprise. Je gagnais correctement ma vie. Mais je ne me suis jamais considéré comme quelqu'un d'exceptionnel. Julie évoluait dans le marketing au sein d'une agence prestigieuse. Ses collègues étaient des gens brillants, accomplis, et je me sentais toujours comme une souris grise à leur côté. Notre appartement dans le centre-ville avait été aménagé avec soin, même si la plupart des décisions revenaient à Julie. Le canapé moelleux, couleur café au lait où nous passions nos soirées devant des séries qu'elle choisissait. La cuisine embaumée par l'arôme du café fraîchement préparé chaque matin, que je préparais parce que je me levais plus tôt. La chambre, ornée de photographies de nos voyages au mur, des escapades que ma femme planifiait et organisait exclusivement, tandis que je me contentais d'acquiescer et de payer. Julie avait toujours été belle, de longs cheveux châtains, des yeux verts parsemés d'éclats dorés, une silhouette élancée qu'elle entretenait par des séances régulières dans une salle de sport haut de gamme. Je m'étais épris de son rire, cristallin, contagieux, capable de réjouir même les journées les plus moroses. Mais je n'ai jamais compris ce qu'elle avait bien pu trouver en moi. Un type ordinaire de taille moyenne, aux cheveux clairsemés et avec une tendance à l'embonpoint, qui préférait passer ses week-ends à la maison devant son ordinateur. Mes collègues répétaient souvent que j'avais de la chance avec ma femme. J'acquiesçais, mais au fond de moi, les doutes me rongeaient. Et si elle réalisait qu'elle pouvait trouver quelqu'un de mieux? Ces peurs me poussaient à être d'une complaisance absolue. Julie voulait une nouvelle voiture. Je contractais un crédit. Elle rêvait de vacances luxueuses. J'économisais. Elle se plaignait de ma mère. J'espaçais mes visites. Le moindre de ses caprices devenait ma loi. Ces derniers mois, quelque chose avait changé. Mais je n'osais pas demander franchement ce qui se passait. Julie était devenue distraite, rivée à son téléphone, fermant précipitamment l'écran quand je m'approchais. Lorsque je m'enquérais prudemment de ses correspondants, elle répondait avec agacement qu'il s'agissait de questions professionnelles. Bien sûr, je n'insistais pas, craignant de paraître envahissant et jaloux. Elle avait commencé à s'attarder au bureau, à se rendre à des soirées d'entreprise, à retrouver des amis le week-end. Je restais à la maison, regardais des séries, jouais à des jeux vidéo, préparais le dîner en attendant son retour. Parfois, elle rentrait joyeuse et excitée, me racontant les restaurants, les boîtes de nuit, les gens intéressants. J'écoutais et enviais sa vie trépidante, mais je ne proposais jamais de l'accompagner. Je savais que je serais de trop parmi ses collègues brillants et séduisants. L'idée de partir en vacances avec son amie Léa était apparue soudainement, mais je n'en fus pas surpris. Léa était une femme divorcée de 31 ans. Elle travaillait dans l'immobilier et avait la réputation d'aimer l'aventure. Grande blonde à l'apparence éclatante et aux manières assurées, elle me mettait toujours mal à l'aise. Après son divorce, elle avait radicalement changé, arborant des tenues provocantes, adoptant des coupes audacieuses et racontant constamment ses conquêtes sentimentales. Julie revenait souvent de ses rencontres avec Léa, les yeux brillants et des idées étranges en tête. Elle se mettait à parler de la brièveté de la vie, du fait qu'il fallait en profiter, que la routine conjugale tuait tout. J'opinais, j'acquiesçais, mais je ne comprenais pas où elle voulait en venir. Je proposais que nous partions quelque part ensemble, mais elle balayait l'idée d'un geste, invoquant son travail, les projets, les échéances. Quand ma femme annonça son projet de partir en Thaïlande, je ressentis une pointe de jalousie et d'inquiétude. Mais je m'efforçais de ne rien montrer. Julie expliquait qu'elles avaient toutes deux besoin d'une pause, loin de la routine, que Léa avait déjà tout réservé et qu'il serait stupide de laisser passer une telle opportunité.
Elle le disait d'un ton qui me fit comprendre que ce n'était pas négociable. Je travaillais sur un projet important et je ne pouvais effectivement pas prendre de congé, ce qui lui fournissait un alibi parfait. J'avais bien tenté d'objecter, disant que je pourrais demander quelques jours pour les accompagner. Mais Julie avait rapidement écarté le sujet, affirmant qu'il s'agissait d'un voyage entre femmes, qu'elles avaient besoin de discuter en tête-à-tête, d'aborder des sujets intimes. Comme toujours, je capitulais sans résistance. Qui plus est, je me mis à me convaincre que c'était une bonne chose. Les femmes se reposeraient, et moi je pourrais travailler sur mon projet dans le calme. Pendant plusieurs jours, je fus torturé par le doute. Je parcourais des forums sur Internet à propos du comportement des femmes mariées en vacances sans leur mari. Les témoignages étaient variés, beaucoup étaient effrayants, mais chaque fois que je tentais d'en parler avec ma femme, les mots restaient coincés dans ma gorge. J'avais peur de paraître mesquin et jaloux, peur de lui gâcher l'humeur avant le départ. Notre dernière conversation avant son voyage fut étrange. Julie se tenait près de la fenêtre de notre chambre, contemplant les lumières nocturnes de la ville, et je l'enlaçai par derrière. Elle ne se détendit pas dans mes bras comme d'habitude, mais au contraire se raidit. Son corps était comme une corde prête à rompre. Quand je lui demandai si tout allait bien, elle se retourna et me regarda avec une expression emplie de tristesse et de culpabilité. Elle dit qu'elle s'inquiétait simplement pour le vol, mais dans sa voix résonnait quelque chose d'autre, comme si elle ne me disait pas au revoir pour 2 semaines, mais pour toujours. Je voulais lui demander directement ce qui la tracassait, mais comme toujours, je me dégonflais. Je me dis que s'il y avait des problèmes, elle m'en parlerait quand elle serait prête. C'était mon erreur permanente. Je n'insistais jamais, je ne creusais pas, je craignais les conflits. Nous fîmes l'amour cette nuit-là, mais c'était étrange. Julie était distraite, détachée, comme si ses pensées vagabondaient ailleurs. Je le sentais, mais je ne savais pas comment l'interroger sans la blesser. Après, elle se tourna rapidement vers le mur et fit semblant de dormir. Je restai éveillé jusqu'au matin, écoutant sa respiration et tentant de comprendre ce qui se passait. Le matin, je les conduisis à l'aéroport. Léa était excitée comme une enfant avant le cirque. Elle jacassait sans arrêt à propos des plages, des massages et de la vie nocturne thaïlandaise. Elle était habillée de manière provocante. Une jupe courte, un décolleté plongeant, un maquillage vif. À côté d'elle, ma femme paraissait plus discrète, mais néanmoins magnifique dans sa robe d'été et avec sa nouvelle coupe. Julie restait silencieuse, hochant de temps à autre la tête vers son amie, évitant mon regard. Quand je l'embrassai pour lui dire au revoir, ses lèvres étaient froides et indifférentes. Elle s'écarta rapidement et se dirigea vers l'enregistrement, sans même se retourner pour me faire un signe. Léa me fit un clin d'œil et dit quelque chose à propos de me rapporter des souvenirs. Dans sa voix perçait une sorte de moquerie que je ne compris pas. Je restais là à les regarder passer le contrôle de sécurité. 2 belles femmes partant à l'aventure, et moi, le mari ennuyeux qui reste travailler à la maison. Le sentiment de ma propre insignifiance déferla avec une force renouvelée. Peut-être Julie avait-elle raison de partir sans moi. Peut-être étais-je vraiment trop ennuyeux pour une vie aussi palpitante. Sur le chemin du retour, je m'arrêtai au supermarché, acheter des plats préparés pour 2 semaines, de la bière, des chips. Je prévoyais de passer du temps seul devant mon ordinateur, à travailler sur mon projet et à jouer tard dans la nuit. L'appartement sans ma femme semblait vide et sans vie. Partout subsistaient les traces de sa présence, ses produits de beauté dans la salle de bain, son peignoir accroché au crochet, le parfum de son eau de toilette sur l'oreiller. Les premiers jours s'écoulèrent dans le travail. Je m'efforçais de ne pas penser à ce que faisait ma femme à l'autre bout du monde, mais les pensées s'imposaient malgré tout. Je l'imaginais sur la plage en bikini, dans des bars avec des cocktails, faisant connaissance avec des locaux et des touristes. Ces fantasmes m'excitaient et m'effrayaient à la fois. Mes collègues demandaient comment allait ma femme en vacances, et je racontais avec fierté son voyage exotique. Maxime, mon collègue et seul ami proche, qui avait traversé un divorce 2 années auparavant, me regardait d'une manière étrange. Il tenta à plusieurs reprises d'engager une conversation sur ce que je pensais des vacances féminines sans mari. Mais je plaisantais, affirmant que je faisais entièrement confiance à ma femme. En réalité, j'avais simplement peur d'entendre son opinion. Maxime était cynique en matière de mariage, racontant constamment des histoires d'infidélité féminine, de trahison, de divorce. Sa propre femme était partie avec un autre, emportant l'enfant et la moitié des biens. Il répétait souvent que toutes les femmes se ressemblaient, que la fidélité était un mythe inventé par des hommes naïfs.
Les 2 semaines filèrent dans un étrange brouillard d'anxiété et de solitude. Je m'enfonçais dans le travail plus profondément qu'à l'ordinaire, restant au bureau jusqu'à tard, et chez moi je m'endormais devant l'ordinateur avec du code inachevé à l'écran. Julie appelait rarement, invoquant une mauvaise connexion et des excursions permanentes. Sa voix au téléphone sonnait détachée, comme si elle ne se trouvait pas simplement dans un autre pays, mais dans un univers parallèle. Le premier appel arriva le 3e jour de leur séjour en Thaïlande. Il était environ minuit heure locale. Je m'étais déjà couché quand le téléphone sonna. Julie parlait vite et avec émotion, racontant les belles plages, la nourriture délicieuse, les animaux exotiques. Mais dans sa voix perçait une certaine artificialité, comme si elle lisait un texte. Quand je demandais des détails sur leurs aventures, j'obtenais des réponses générales sur les beaux paysages et la couleur locale. Léa criait quelque chose en arrière-plan, riait, manifestement des bonnes humeurs. Quand je demandais à lui parler, ma femme dit que son ami était sous la douche. La conversation dura 5 minutes environ, après quoi la communication fut soi-disant interrompue. L'appel suivant eut lieu 4 jours plus tard. Cette fois, Julie parlait plus bas, plus retenue, se plaignant de la chaleur, des moustiques, de problèmes d'estomac dus à la nourriture épicée. Quand je proposais d'acheter des médicaments et de les envoyer par coursier, elle refusa rapidement. Elle dit qu'elle allait déjà mieux. Je demandais des nouvelles de Léa. Il s'avéra qu'elle était également souffrante, alitée dans la chambre. Il me sembla étrange que 2 femmes en bonne santé tombent malades simultanément en vacances. Mais je ne creusais pas davantage. À la place, je commençais à raconter mes affaires, le travail, les rencontres avec des amis. Mais Julie écoutait distraitement, demandant souvent de répéter, comme si ses pensées étaient occupées par quelque chose de plus important. Le 3e appel fut le plus bref. Julie dit qu'elles avaient des problèmes d'internet à l'hôtel, qu'elles déménageaient le lendemain dans un autre endroit et qu'il risquait de ne pas y avoir de connexion pendant plusieurs jours. Sa voix sonnait tendue, et quand je demandais si tout allait bien, elle assura rapidement que tout était parfait, qu'elle était simplement fatiguée par le programme chargé. Après cela, aucun appel pendant 5 jours. J'envoyais des messages sur les applications de messagerie, mais je recevais des réponses de nombreuses heures plus tard, laconiques et formelles. « Tout va bien, bientôt à la maison, ne t'inquiète pas. » L'anxiété montait chaque jour, mais je ne savais que faire. Appeler l'ambassade, contacter la police, cela semblait paranoïaque. Maxime remarqua mon état et m'invita plusieurs fois à boire un verre après le travail. Je refusais, invoquant des échéances sur le projet, mais il n'abandonnait pas. Finalement, le vendredi soir, il m'entraîna simplement dans un bar près du bureau. Autour d'une bière, je craquais et racontais mes inquiétudes. Maxime écoutait en silence, hochant parfois la tête. Quand je terminai, il resta longtemps silencieux, faisant tourner son verre dans ses mains. Puis il me regarda sérieusement et dit « Tu comprends ce qui se passe ?» Je répondis que je ne comprenais rien. C'est pour ça que je m'inquiétais. Il soupira et commença à raconter des histoires tirées de son expérience. Il s'avéra que son ex-femme partait aussi en voyage féminin avec des amis. Au début, c'était des week-ends innocents dans des maisons de campagne, puis des voyages dans des villes voisines, puis des tours à l'étranger. Chaque fois, elle revenait changée, plus froide, plus distante, plus irritable. Et puis il avait découvert que tous ces voyages étaient une couverture pour des rencontres avec des amants. J'écoutais son récit et sentais une boule d'angoisse grandir dans ma poitrine. Mais en même temps, je repoussais les mauvaises pensées. Julie n'était pas comme ça. Elle m'aimait. Nous étions heureux ensemble. Maxime remarqua ma résistance intérieure et dit « Mon vieux, je ne veux pas te prendre la tête, mais réfléchis toi-même. Une jeune femme en bonne santé part en Thaïlande avec une amie divorcée. Qu'est-ce qu'elles font là-bas pendant 2 semaines ?» Cette question me poursuivit toute la semaine restante. J'essayais de travailler, mais je me laissais constamment distraire par des pensées sur ma femme. Je cherchais sur Internet des informations sur la vie nocturne en Thaïlande. Lisais les avis de touristes, des histoires de romances de vacances. Plus j'en apprenais, plus l'anxiété se renforçait. Internet regorgeait d'histoires sur la façon dont les femmes mariées se comportent en vacances sans leur mari. Certains écrivaient que c'était normal, que les gens avaient le droit de se détendre et de s'amuser. D'autres racontaient des histoires terribles d'infidélité, de maladies, de familles détruites. Je lisais tout en vrac, comme un drogué, incapable de m'arrêter. Les récits sur les gigolos locaux qui se spécialisent dans les touristes m'effrayaient particulièrement. De beaux garçons qui savent comment courtiser les femmes européennes.
Comment les faire se sentir spéciales et désirées. Il propose des massages, des excursions, des dîners romantiques. Et puis, je chassais ses pensées, mais elles revenaient sans cesse. Les derniers jours avant le retour de ma femme, je les passais dans un état proche de la panique. Je ne pouvais plus manger normalement, ni dormir, ni travailler. Mes collègues remarquaient mon état, mais je plaisantais, disant simplement que ma femme me manquait. Maxime proposait son aide, mais je ne savais pas quelle aide il me fallait. Je commençais à préparer les retrouvailles avec ma femme comme un examen. Je nettoyais l'appartement jusqu'à ce qu'il brille, achetais ses fleurs préférées, commandais des produits pour ses plats favoris, prévoyant d'organiser une soirée romantique, de montrer combien elle m'avait manqué, combien je tenais à notre mariage. Peut-être que si j'étais suffisamment aimant et attentionné, toutes mes craintes se révéleraient sans fondement. Mais je me préparais simultanément au pire. Je lisais des articles sur comment comprendre qu'une femme vous trompe, sur quels signes faire attention, comment se comporter dans une telle situation. Je me sentais paranoïaque, mais je ne pouvais m'arrêter. La peur de perdre ma femme se mêlait à la peur de connaître la vérité. Le retour de ma femme fut le premier signal d'alarme, même si je m'efforçais de toutes mes forces de me convaincre que tout allait bien. Julie sortit de la zone d'arrivée avec un bronzage parfait et une nouvelle coupe. Ses cheveux étaient plus courts et plus clairs, avec des mèches à la mode. Elle était éblouissante, mais dans son regard, il y avait un certain vide, comme si une partie de son âme était réellement restée outre-mer. Je me précipitai vers elle pour l'enlacer, mais elle répondit avec retenue. Le baiser fut bref et formel, comme entre parents éloignés. Quand je dis qu'elle m'avait terriblement manqué, elle sourit de façon crispée et répondit « Moi aussi ». Mais dans sa voix, il n'y avait pas la chaleur dont je me souvenais. Léa avait l'air bronzée, satisfaite, mais elle aussi était inhabituellement silencieuse pour son caractère. D'ordinaire, elle pouvait passer 1 heure à raconter une virée au magasin, et là, elle se limitait à des phrases convenues sur le beau temps et les beaux temples. Quand j'essayais de les questionner sur les détails du voyage, j'obtenais des réponses évasives. Sur le chemin du retour, l'atmosphère dans la voiture était tendue. J'essayais de les interroger sur leurs aventures, de montrer de l'intérêt pour leurs vacances, mais la conversation ne prenait pas. Julie regardait par la fenêtre, répondait par monosyllabes. Léa scrutait son téléphone, soupirant ou ricanant de temps en temps devant quelque chose à l'écran. Quand nous déposâmes Léa chez elle, les femmes se dirent au revoir de façon plutôt froide, sans les embrassades habituelles ni les projets de se revoir le week-end. Cela me parut étrange, car elles venaient de passer 2 semaines ensemble. Elles auraient dû être encore plus proches. Mais je n'osais pas poser la question directement. À la maison, Julie alla directement sous la douche, emportant son téléphone avec elle. C'était inhabituel. Avant, elle le laissait toujours au salon quand elle prenait un bain. Je commençais à défaire sa valise. Je voulais l'aider avec le déballage, mais elle me demanda de ne pas toucher aux affaires. Elle dit qu'elle rangerait tout elle-même plus tard. Parmi les choses que j'eus le temps d'apercevoir, il y avait de nouveaux vêtements avec des étiquettes, des robes que je n'avais jamais vues, un parfum inhabituel à l'arôme exotique, des bijoux manifestement pas achetés dans une boutique de souvenirs. Les prix sur les étiquettes n'étaient pas négligeables. D'où tenait-elle un tel argent ? Elles avaient économisé plusieurs mois pour ce voyage, et le budget était limité. Le soir, je tentais d'organiser un dîner romantique. Je préparais son plat préféré, ouvris du vin, allumais des bougies. Mais Julie mangeait sans appétit, répondait distraitement à mes questions sur le voyage. Quand je proposais de regarder les photos, elle dit que son téléphone était déchargé, qu'elle me les montrerait demain sans faute. La tentative d'intimité échoua également. Quand j'enlaçai ma femme dans le lit, elle se détacha doucement, invoquant la fatigue du vol. Elle dit qu'elle voulait simplement dormir dans son propre lit après 2 semaines dans un lit d'hôtel. Je n'insistais pas, même si au fond de moi tout se serrait de vexation et de soupçon. Je restais éveillé la moitié de la nuit, attentif à la respiration de ma femme. Elle ne dormait pas non plus. Je le sentais à la tension de son corps. Mais nous faisions tous 2 semblant de dormir. Parfois, elle sanglotait doucement, et j'avais envie de demander ce qui se passait, mais j'avais peur d'entendre la réponse. Les jours suivants se transformèrent en torture, une prise de conscience lente que ma femme était devenue une étrangère. Elle évoluait dans notre appartement comme un fantôme, évitait mes regards, répondait par monosyllabes à toutes les questions. J'essayais d'attribuer cela à la fatigue du voyage, au décalage horaire,
Mais chaque jour, la situation empirait. Julie évitait tout contact physique. D'abord, elle invoquait la fatigue du vol, puis un rhume qu'elle aurait attrapé dans l'avion, puis le stress au travail à cause des dossiers accumulés. Quand je tentais de l'enlacer ou de l'embrasser, elle se dérobait doucement mais fermement, trouvant 1000 raisons d'éviter l'intimité. Nos conversations devinrent superficielles, comme entre voisins de palier. Comment va le travail? Bien. Qu'est-ce qu'on mange ce soir? Peu importe. On va au cinéma ce week-end? On verra. Je sentais qu'un mur grandissait entre nous, mais je ne savais pas comment le détruire. Son comportement avec son téléphone m'inquiétait particulièrement. Avant, nous utilisions librement les appareils l'un de l'autre, connaissions les mots de passe, pouvions répondre à un appel en cas de nécessité. Désormais, Julie avait changé son mot de passe et surveillait jalousement son appareil, l'emportant même dans la salle de bain. Je me surpris à étudier son comportement comme un détective. Je remarquais qu'elle souriait souvent en regardant l'écran de son téléphone, le cachait précipitamment quand je m'approchais, s'énervait si la batterie se déchargeait. Quand je suggérais innocemment que je pouvais charger son téléphone avec le mien, elle répondit sèchement qu'elle s'en occuperait elle-même. De nouvelles applications de messagerie apparurent sur son téléphone. Je remarquais des icônes inconnues sur l'écran d'accueil quand elle me montrait quelque chose pour le travail. L'historique du navigateur était régulièrement effacé, alors qu'elle ne l'avait jamais fait auparavant. Quand je demandais pourquoi c'était nécessaire, elle expliqua avec agacement qu'elle avait droit à sa vie privée. Le travail devint pour moi la seule échappatoire à l'atmosphère domestique. Mes collègues remarquaient ma distraction, mais je m'efforçais de ne pas montrer mes problèmes. Maxime continuait à proposer de discuter, et je fus plusieurs fois sur le point de tout lui dévoiler, mais à chaque fois, je reculais au dernier moment. La peur de connaître la vérité me paralysait. Une partie de moi soupçonnait le pire, mais l'autre s'accrochait aux illusions. Peut-être que ma femme était simplement fatiguée du voyage. Peut-être avait-elle des problèmes au travail dont elle ne voulait pas me charger. Peut-être était-ce toute ma paranoïa, déclenchée par les récits de Maxime. Une semaine après son retour, je remarquais que Julie s'habillait différemment, de façon plus ouverte, plus éclatante, plus provocante. Les nouvelles robes de Thaïlande s'avéraient assez révélatrices, mettant en valeur sa silhouette. Le maquillage était devenu plus soutenu, le parfum plus audacieux. Elle semblait vouloir attirer l'attention, mais pas la mienne. Quand je suggérais timidement que les nouvelles tenues lui allaient très bien, elle me remercia froidement et ajouta qu'elle commençait enfin à s'habiller selon son âge. Dans son ton perçait une critique à peine dissimulée de mon goût, de ma capacité à apprécier la beauté féminine. Je me sentis comme un écolier pris en faute. Les rencontres avec ses amis reprirent avec une vigueur nouvelle. Julie sortait presque chaque week-end, parfois même en semaine après le travail. Quand je demandais avec qui et où elle allait, j'obtenais des réponses générales. Avec les filles, dans un nouvel endroit, on va discuter. Les invitations à les accompagner étaient ignorées avec la formule « c'est une conversation entre femmes ». Ce qui était particulièrement étrange, c'est qu'elle ne voyait plus Léa. Quand je demandais pourquoi sa meilleure amie avait soudain disparu de sa vie, Julie répondit qu'elle s'était un peu disputée pendant le voyage, mais que ce n'était rien de grave. Elle refusa de raconter les détails, disant que c'était personnel. Je tentais de contacter Léa moi-même. Je l'appelais sous prétexte de vouloir la remercier d'avoir tenu compagnie à ma femme pendant le voyage. Léa répondit bizarrement, avec tension, prononçant des phrases générales sur de bonnes vacances. Quand je demandais pourquoi elle et Julie ne se voyaient plus, elle répondit évasivement que chacune avait sa propre vie. 2 semaines après son retour, je remarquais chez Julie une éruption étrange sur le ventre, de petites taches rouges qui n'étaient pas là auparavant. Quand je questionnais prudemment à ce sujet, elle tira rapidement son t-shirt et expliqua que c'était une allergie à la nouvelle lessive qu'elle avait achetée pendant mon absence. Mais les taches ne disparaissaient pas. Au contraire, elles se propageaient vers le haut. Je les voyais du coin de l'œil quand ma femme se changeait, mais je n'osais pas les examiner attentivement. J'avais peur de paraître importun. Je proposais d'acheter des antihistaminiques, mais elle dit qu'elle prenait déjà quelque chose qu'une amie de la pharmacie lui avait conseillé. L'anxiété montait chaque jour. Je lisais des forums médicaux, essayant de comprendre ce que ça pouvait être. Les options étaient variées, de l'urticaire bénigne aux maladies cutanées graves. Mais un diagnostic revenait plus souvent que les autres, et ces pensées me rendaient fou. Finalement, je pris mon courage à 2 mains et dis à ma femme qu'il fallait consulter un médecin. Julie résista, affirmant que tout passait,
qu'il ne fallait pas courir chez les médecins pour des broutilles. Mais pour la première fois depuis longtemps, je fis preuve de fermeté. Je dis que je m'inquiétais pour sa santé et que je ne serais pas tranquille tant qu'un médecin ne dirait pas que tout allait bien. Julie accepta à contre-cœur, mais posa une condition. On va voir un médecin privé pour ne pas faire la queue dans une clinique publique. Je me réjouissais même d'un tel compromis et trouvai rapidement un bon dermatologue dans une clinique privée. Je pris rendez-vous au plus tôt, payai la consultation à l'avance. Le docteur Martin s'avéra être un médecin expérimenté d'une 50aine d'années, au regard attentif et aux manières douces. Il examina l'éruption de ma femme et s'inquiéta immédiatement. Je vis comment l'expression de son visage changea, même s'il s'efforçait de ne rien trahir de ses soupçons. Le médecin commença à poser des questions à ma femme sur les voyages récents, le changement de climat, les nouveaux produits cosmétiques, les stress éventuels. Julie répondait par monosyllabes, visiblement nerveuse, évitant les réponses directes. Quand le docteur interrogea sur de nouveaux partenaires sexuels, elle s'indigna et dit qu'elle était mariée et que de telles questions étaient déplacées. Le docteur Martin expliqua doucement que certaines manifestations cutanées pouvaient être des symptômes de diverses maladies, y compris sexuellement transmissibles. Il proposa de faire une analyse sanguine approfondie pour exclure toutes les causes possibles. Julie tenta de refuser, mais le médecin fut insistant. J'étais assis à côté de ma femme et sentais mon monde commencer à s'effondrer. Sa réaction aux questions du médecin en disait plus que n'importe quel mot. La peur dans ses yeux, le refus de faire les analyses, les tentatives de tout ramener à une allergie, tout cela composait un tableau terrible. Nous fîmes la prise de sang le jour même. La procédure dura quelques minutes, mais parut durer une éternité. Julie était pâle, ses mains tremblaient. L'infirmière était professionnellement courtoise, mais je remarquai le regard compatissant qu'elle me lança. Les résultats étaient promis dans 3 jours. Le docteur expliqua que c'était le délai standard pour ce type d'analyse, qu'il ne fallait pas s'inquiéter pour l'instant, que dans la plupart des cas, les craintes s'avéraient infondées. Mais ces paroles ne me rassurèrent pas. Je savais que les jours les plus terribles de ma vie m'attendaient. Sur le chemin du retour, nous gardâmes le silence. Julie regardait par la fenêtre, je serrais le volant et tentais de ne pas penser au pire. Mais les pensées s'imposaient d'elles-mêmes. Si les analyses révélaient ce que je soupçonnais, qu'est-ce que cela signifierait? Trahison, maladie, fin de notre mariage. À la maison, ma femme s'enferma immédiatement dans la salle de bain. On l'entendait pleurer, mais je n'osais pas frapper. Je ne savais pas quoi dire, comment me comporter. Je me sentais comme un lâche qui craint la vérité plus que la vérité elle-même ne le craint. Les 3 jours d'attente des résultats devinrent l'épreuve la plus longue de ma vie. Je ne pouvais plus travailler normalement, ni manger, ni dormir. Je me surprenais constamment à fixer le vide, rejouant dans ma tête tous les scénarios possibles. Julie marchait comme une ombre. Nous ne parlions presque plus. L'atmosphère à la maison était devenue oppressante. Ma femme était manifestement tourmentée elle aussi, mais à sa façon. Elle devint encore plus renfermée, passait beaucoup de temps dans la salle de bain et pleurait souvent, pensant que je ne l'entendais pas. Plusieurs fois, je tentais de lui parler, de lui offrir mon soutien, mais elle repoussait toute tentative de rapprochement. La nuit, nous étions couchés dans le même lit, mais chacun était plongé dans ses propres peurs. J'écoutais sa respiration, sentais comment elle se retournait, sanglotait doucement. J'aurais voulu l'enlacer, lui dire que tout irait bien, que nous surmonterions tous les problèmes ensemble, mais la peur me paralysait. Au travail, mes collègues remarquaient mon état. Maxime proposa plusieurs fois de discuter, mais je refusais. Je n'étais pas prêt à partager des soupçons qui pouvaient s'avérer sans fondement. Et s'ils s'avéraient vrais, alors je devrais admettre que j'étais le dernier des imbéciles qui n'avaient rien remarqué. Le mardi soir, je ne tins plus et tentais de parler franchement avec ma femme. Je la trouvais dans la cuisine. Elle se tenait près de la fenêtre avec une tasse de thé et regardait la pluie. Je m'approchai par derrière et l'enlaçai prudemment par les épaules. Elle ne se détacha pas, mais ne se détendit pas non plus. Je demandai si elle ne voulait pas me raconter quelque chose, s'il ne s'était rien passé d'important pendant le voyage qui pourrait expliquer son état. Julie resta longtemps silencieuse, puis dit doucement « Et qu'est-ce que je devrais te raconter ?» Dans sa voix se mêlaient fatigue et une sorte de fatalité. Je tentais d'expliquer que je sentais une distance entre nous, que je m'inquiétais pour elle, pour nous, que j'étais prêt à écouter et comprendre n'importe quoi, pourvu que nous soyons honnêtes l'un envers l'autre. Julie se tourna vers moi,
et je vis des larmes dans ses yeux. « Pierre, dit-elle, et si la vérité était telle que tu ne pourrais pas me pardonner ?» Cette question atteignit le cœur même de mes peurs. Je compris qu'elle avouait en fait que quelque chose s'était produit. Mais au lieu d'exiger des détails, je fis preuve de faiblesse, comme toujours. Je dis que je l'aimais, que nous trouverions une issue à toute situation, que l'essentiel était notre famille. Julie secoua la tête et s'éloigna. « Tu ne comprends pas, murmura-t-elle. Certaines choses ne peuvent être réparées. » Après cela, elle alla dans la chambre et s'enferma. Je restai dans la cuisine, comprenant qu'elle avait en fait confirmé mes pires soupçons. L'appel de la clinique arriva jeudi matin. La voix de l'infirmière était professionnellement neutre. Elle nous demandait de passer chercher les résultats des analyses quand cela nous conviendrait. Elle ne dit rien de concret, mais dans son ton, il n'y avait rien de rassurant. Je compris immédiatement que les nouvelles seraient mauvaises. Julie pâlit quand je lui transmis le contenu de la conversation. Ses mains tremblèrent si fort qu'elle put à peine finir son café. Je proposai d'y aller tout de suite pour ne pas se torturer dans l'incertitude. Elle acquiesça, mais demanda 1 heure pour se préparer. Visiblement, elle s'apprêtait au pire. Nous roulâmes vers la clinique dans un silence de plomb. Julie était assise près de la fenêtre, les mains serrées en poing, et regardait les maisons défiler. J'essayai plusieurs fois d'engager la conversation, mais les mots restaient coincés dans la gorge. Au fond de moi, je savais déjà qu'une catastrophe nous attendait. Je me garai devant la clinique et coupai le moteur. Nous restâmes assis dans la voiture encore quelques minutes, rassemblant notre courage. Et finalement, Julie dit « Allons-y. De toute façon, il faudra savoir tôt ou tard. » Sa voix était morte, sans émotion. Le docteur Martin nous accueillit avec un visage grave et nous invita immédiatement dans son cabinet. Il nous proposa de nous asseoir, sortit un dossier avec les résultats. Je le vis choisir ses mots, se préparer à annoncer de mauvaises nouvelles avec délicatesse. Mais aucune délicatesse ne pouvait atténuer le coup. Malheureusement, les analyses ont révélé un résultat positif pour la syphilis, dit-il d'un ton médical calme. Le monde autour de moi se mit à tourner. Mes oreilles bourdonnèrent. J'entendais ses explications sur le stade primaire, le traitement par antibiotiques qui donnait de bons résultats, la nécessité de traiter les partenaires. Mais tout cela me parvenait comme de sous l'eau. Julie restait immobile. Seules les larmes coulaient lentement sur ses joues. Elle n'était pas surprise, ne s'indignait pas, ne posait pas de questions. Elle restait simplement assise et pleurait, comme quelqu'un qui reçoit un verdict attendu, mais pas moins terrible pour autant. Le médecin m'expliqua doucement la nécessité de faire également des analyses. Parla de la période d'incubation, de la probabilité de contamination lors de rapports intimes réguliers. J'acquiesçais, faisant semblant de comprendre la terminologie médicale. Mais dans ma tête régnait un chaos de pensées fragmentées et d'émotions. Le plus terrible était de comprendre ce que signifiait ce diagnostic. La syphilis ne se transmet pas par contact ordinaire. On ne l'attrape pas dans une piscine ou avec une serviette sale. Il n'y a qu'une seule façon de contracter cette maladie. Et maintenant je savais avec certitude que ma femme m'avait trompé pendant le voyage. En sortant de la clinique, je me sentais comme dans un rêve. Tout autour semblait irréel, comme si je regardais un film sur la vie de quelqu'un d'autre. Julie marchait à côté de moi, sanglotant doucement, mais je ne pouvais même pas lui prendre la main. Un abîme s'était creusé entre nous, sans aucun pont pour le franchir. Dans la voiture commença ce que je redoutais le plus, une conversation à cœur ouvert. Je ne pouvais plus me taire, je ne pouvais plus faire comme si rien ne s'était passé. Ma voix tremblait quand je demandais « Comment cela a-t-il pu arriver ?» Julie leva les yeux vers moi, remplie de désespoir, et commença à parler. Son récit était confus, plein de justifications et de tentatives de minimiser ce qui s'était passé. Elle parlait d'alcool, du fait qu'elle avait beaucoup bu, qu'elle ne se souvenait de rien précisément. Elle parlait de Léa, qui aurait insisté pour aller dans les bars pour faire des rencontres avec des locaux. Mais plus elle parlait, plus il devenait clair que ce n'était pas une erreur fortuite causée par l'ivresse. Dans son récit transparaissaient des détails qui trahissaient la conscience de ce qui se passait. Elle se souvenait du nom de l'homme, se souvenait de son apparence, se souvenait où ils étaient. Quand je demandais directement si elle avait couché avec quelqu'un en Thaïlande, Julie tenta d'abord d'éviter la réponse. Puis, voyant ma détermination à connaître la vérité, elle hocha la tête. « C'est arrivé une fois, murmura-t-elle. J'étais ivre. Je ne me contrôlais pas.
J'ai tout de suite compris que j'avais commis une terrible erreur. Mais même cette réponse sonnait faux. Une fois, seulement sous l'effet de l'alcool, je ne croyais pas un seul mot. Je sentais qu'elle ne racontait qu'une petite partie de la vérité, qu'elle tentait de se présenter comme une victime des circonstances et non comme une participante active de l'infidélité. À la maison, l'atmosphère devint insupportable. Nous étions assis dans le salon, je posais des questions, elle répondait évasivement. Qui était ce? Comment vous êtes-vous rencontrés? Pourquoi ne t'es-tu pas arrêté? Chacune de ces réponses engendrait de nouvelles questions et la vérité devenait de plus en plus rare. Le rôle de Léa dans cette histoire me torturait particulièrement. Pourquoi l'amie n'avait-elle pas arrêté ma femme? Pourquoi n'avait-elle pas veillé à ce qu'il ne lui arrive rien? Comment avait-elle pu laisser faire une chose pareille? Quand j'exprimais ces questions, Julie se tut longuement. Puis elle admit que Léa non seulement ne l'avait pas arrêtée, mais l'avait poussée à faire des rencontres. Elle disait que les vacances étaient le moment d'expérimenter, que je n'en saurais jamais rien si elle était prudente. L'ami à qui nous faisions confiance s'était révélé être un serpent, détruisant notre famille. Je décidai de parler personnellement avec Léa et exigeai de ma femme son numéro de téléphone. Julie résista, disant que cela ne changerait rien, que cela ne ferait qu'empirer les choses. Mais j'insistais. Pour la première fois depuis longtemps, je fis preuve de fermeté de caractère. Léa accepta de me rencontrer à contre-cœur. Nous nous retrouvâmes dans le même café près de chez elle où j'étais déjà venu auparavant. Mais maintenant, elle se comportait complètement différemment. Elle était nerveuse, agressive, regardait constamment sa montre, comme si elle avait hâte de partir. Quand je demandais ce qui s'était passé en Thaïlande, elle répondit qu'elle n'avait pas l'intention de discuter des problèmes familiaux des autres. Elle dit que les adultes étaient responsables de leurs propres actes, qu'elle n'était pas la nounou de ma femme. Dans sa voix résonnait colère et culpabilité. Je n'abandonnais pas, exigeais qu'elle raconte la vérité sur ce voyage. Léa s'irritait de plus en plus. Finalement, elle exposa et en dit trop. Il s'avéra que Julie voulait elle-même des aventures, cherchait elle-même des rencontres, et que Léa ne faisait que ne pas empêcher son amie de se détendre. « Ta femme est une femme adulte », dit méchamment Léa. Elle savait très bien ce qu'elle faisait. Inutile d'en faire une brebis innocente. Ces mots touchèrent leur cible. Donc la trahison avait été consciente, planifiée, et non une erreur fortuite causée par l'ivresse. Je quittai le café avec le sentiment que je ne connaissais pas encore toute la vérité. Léa cachait manifestement quelque chose d'important. Sa réaction était trop vive pour quelqu'un qui avait simplement laissé son ami s'amuser. Mais ce qu'elle cachait exactement, je ne le comprenais pas encore. Le soir, à la maison, je racontais à ma femme la conversation avec Léa. Julie écouta en silence, puis dit « Maintenant tu connais la vérité. » Mais je sentais que ce n'était pas toute la vérité, loin de là. Il y avait trop de non-dits. Les deux femmes se comportaient de façon trop étrange. Je fis mes analyses le lendemain. La procédure fut tout aussi rapide, mais maintenant je savais à quoi m'attendre. Le médecin expliqua que les résultats seraient prêts dans 2 jours, que les chances de contamination dépendaient de nombreux facteurs. Je priais pour que cette maladie, au moins, m'épargne. Ces 2 jours furent une nouvelle épreuve. Julie tentait de prendre soin de moi, préparait mon plat préféré, proposait de parler de notre relation. Mais je ne pouvais supporter sa présence. Chacun de ses regards me rappelait la trahison. Chaque contact provoquait du dégoût. Au travail, je craquai finalement et racontai tout à Maxime. Nous étions assis dans un bar après le travail. Je buvais de la bière et me confiais, tandis qu'il écoutait en silence. Quand je terminai, il secoua longuement la tête puis dit « Mon vieux, je suis désolé, mais tu dois savoir, ce n'est que le début. » Maxime raconta qu'après de telles trahisons, les familles ne se reconstruisent pas. La confiance, détruite par la trahison, ne se recolle pas avec des excuses et des larmes. Il me conseilla de me préparer au pire, de consulter un avocat, de penser au divorce. Son expérience montrait que les femmes capables d'une telle trahison changent rarement. Les résultats de mes analyses s'avérèrent négatifs. Le docteur expliqua que soit je n'avais pas été contaminé, soit la maladie ne s'était pas encore manifestée. Il faudrait refaire les tests dans 1 mois pour en avoir la certitude définitive. Mais même cette nouvelle relativement bonne n'apporta aucun soulagement. Au contraire, le résultat négatif confirma mes pires soupçons. Si je n'avais pas été contaminé, cela signifiait que ma femme évitait l'intimité avec moi depuis longtemps.
Cela signifiait que la trahison n'avait pas commencé en Thaïlande, mais bien avant. J'avais été suffisamment éloigné d'elle physiquement pour éviter la contamination. Cette pensée brisa les derniers restes de mes illusions. Tous ces mois où Julie évitait l'intimité, invoquant fatigue et migraine, elle ne voulait simplement pas coucher avec moi, mais avec quelqu'un d'autre. Peut-être que la Thaïlande n'était pas le début, mais la continuation d'une liaison ancienne. Maxime me donna le numéro d'un détective privé qui l'avait aidé lors de son divorce. Il dit qu'il fallait des faits, pas des suppositions, que seule la vérité pouvait libérer du tourment de l'incertitude. J'hésitais longtemps à appeler, mais finalement la curiosité l'emporta sur la peur. Le détective se révéla être un homme d'âge moyen, à l'apparence ordinaire et aux manières calmes. Il écouta mon histoire sans émotion, posa quelques questions précises sur les dates, les lieux, les personnes, expliqua qu'il pouvait vérifier les réseaux sociaux, les opérations bancaires, les enregistrements d'hôtels. Ces honoraires me parurent une somme symbolique comparée au prix de la vérité. Je donnai mon accord pour l'enquête, demandai de tout savoir sur ce voyage et sur ce qui s'était passé avant. Le détective promit des résultats dans une semaine. Cette semaine passa dans un engourdissement étrange. J'allais au travail, rentrais à la maison, dîner avec ma femme, regarder la télévision. Nous ne parlions presque pas. Julie tenta plusieurs fois d'engager une conversation sur le traitement, sur notre relation, mais je répondais par monosyllabes. Quelque chose s'était définitivement brisé en moi. Je ne pouvais plus faire semblant que tout pouvait s'arranger. Je ne pouvais plus feindre que je pardonnerais et oublierais. La faiblesse qui m'avait toujours empêché de prendre des décisions fermes avait cédé la place à une froide détermination de connaître toute la vérité jusqu'au bout. Le détective travailla plus vite qu'il ne l'avait promis. Au bout de 5 jours, un épais dossier avec des impressions, des photographies et un rapport détaillé était posé sur mon bureau. Ce que j'appris dépassa même mes pires craintes et détruisit définitivement les derniers restes de foi en la décence humaine. Julie avait effectivement rencontré un homme en Thaïlande, mais ce n'était pas du tout une rencontre fortuite dans un bar. Il s'appelait Laurent Mercier, entrepreneur de 35 ans de Paris, qui se rendait régulièrement en Asie pour affaires. Ils ne s'étaient pas rencontrés sur la station balnéaire, mais sur les réseaux sociaux 1 mois et demi avant le voyage. Sur les photos des caméras de sécurité de l'hôtel, je voyais ma femme dans les bras de cet inconnu, l'embrassant dans l'ascenseur, entrant dans sa chambre. Les clichés avaient été pris à différents jours du voyage, ce qui signifiait des rencontres régulières, et non une erreur unique sous l'effet de l'alcool. Mais le plus terrible se trouvait dans les échanges entre Julie et ce Laurent, que le détective avait réussi à reconstituer. Ils communiquaient depuis presque 2 mois avant le voyage, discutant des détails de leur rencontre, faisant des projets de vacances communes. Ma femme lui écrivait sur ses fantasmes, se plaignait de l'ennui de notre mariage, me qualifiant de gentil, mais désespérément terne. Dans l'un des messages, elle écrivait « Pierre est quelqu'un de bien, mais avec lui je me sens comme dans un musée, calme, tranquille et mortellement ennuyeux. Avec toi, je veux vivre pour de vrai. » En lisant ces lignes, je sentais mon estime de moi s'effondrer. Donc elle me considérait vraiment comme un perdant ennuyeux. Léa s'était révélée être non pas un simple témoin, mais une participante active de tout le stratagème. C'est elle qui avait présenté Julie à Laurent via les réseaux sociaux. C'est elle qui avait convaincu ma femme de partir en voyage ensemble. Dans les échanges figurait une phrase de Léa qui resta à jamais gravée dans ma mémoire. « Pierre est faible, il ne soupçonnera jamais rien. Et il est temps que tu vives pour toi. » Le détective découvrit que le plan du voyage avait été élaboré à 3. Léa devait fournir l'alibi, détourner l'attention, créer l'apparence de vacances ordinaires entre femmes. Laurent réservait les chambres dans le même hôtel, planifiait les excursions et les divertissements. Et ma femme participait avec délectation à la tromperie de son propre mari. Les échanges montraient que la trahison était planifiée comme une aventure temporaire. Julie écrivait à Laurent qu'elle n'avait pas l'intention de détruire sa famille, qu'elle voulait simplement se sentir vivante et désirée. Mais progressivement, le ton des messages changeait. Elle commençait à écrire qu'elle ne pouvait plus vivre dans ce mariage, qu'elle rêvait de commencer une nouvelle vie. Il était particulièrement douloureux de lire son message sur la façon dont elle prévoyait de me parler de ses sentiments. « Il faut préparer Pierre au divorce avec précaution », écrivait-elle. « Il dépend de moi émotionnellement. Il pourrait faire des bêtises s'il apprend brutalement. Mieux vaut refroidir progressivement la relation. » Son comportement des derniers mois avant le voyage devenait maintenant compréhensible. La froideur, l'évitement de l'intimité, l'irritabilité. Tout cela faisait partie du plan de destruction de notre mariage.
Elle préparait le terrain pour le divorce, et moi, faible imbécile, j'attribuais tout à la fatigue et au stress. Le détective trouva des détails encore plus choquants. Il s'avéra que Laurent avait l'habitude des romances de vacances avec des femmes mariées. Il recherchait délibérément de telles victimes sur les réseaux sociaux. Il étudiait leur situation familiale, trouvait les points faibles dans leurs relations. Ma femme n'était ni la première, ni manifestement la dernière. Dans ses échanges avec d'autres femmes figuraient des phrases presque identiques à celles qu'il écrivait à Julie. Compliments, promesses, projets d'avenir. Tout cela était un scénario rodé de séduction de dames mariées qui s'ennuyaient. Il jouait le rôle du prince qui les sauve de leur mari terne et de leur vie familiale morose. Mais la découverte la plus horrible attendait à la fin du rapport. Le détective découvrit que Laurent avait des problèmes de santé. Des maladies vénériennes figuraient régulièrement dans son dossier médical depuis plusieurs années. Il connaissait ces maladies, mais continuait à contaminer les femmes avec qui il couchait. Cela signifiait que la contamination de ma femme n'était pas un hasard, mais une fatalité. Laurent exposait consciemment la santé de ses maîtresses à un risque, sans les prévenir du danger. Et elle, aveuglée par le romantisme d'une liaison de vacances, ne pensait pas aux conséquences. J'étais assis dans mon bureau avec le rapport du détective et sentais la rage monter en moi. Pour la première fois depuis de longues années, j'éprouvais une véritable colère, non pas contre moi pour ma faiblesse, mais contre les gens qui avaient cyniquement détruit ma vie. Contre ma femme qui avait trahi notre confiance, contre Léa qui l'avait poussée à l'infidélité, contre Laurent qui utilisait la solitude des autres pour ses objectifs sordides. Des copies, des échanges, des photographies, des relevés bancaires. Tout cela était posé devant moi comme la preuve que notre mariage avait été un mensonge ces derniers mois. Pendant que je travaillais sur mes projets, rêvais d'enfants, planifiais notre avenir commun, ma femme échafaudait des plans de fuite avec son amant. Le soir, je rentrais à la maison avec le dossier de preuves. Julie préparait le dîner et fredonnait quelque chose, comme si rien ne s'était passé. Elle avait déjà commencé le traitement contre la syphilis. Le médecin avait dit que la maladie reculait, que bientôt tout irait bien, mais l'ordre ne reviendrait jamais. Quand je posais les impressions des échanges sur la table de la cuisine, elle pâlit tellement que je craignis qu'elle ne s'évanouisse. Ses mains se mirent à trembler. Elle s'agrippa au dossier de la chaise pour ne pas tomber. « D'où tiens-tu ça » murmura-t-elle. J'expliquai que j'avais engagé un détective, que je connaissais maintenant toute la vérité sur sa relation avec Laurent. Julie tenta d'objecter quelque chose, mais les mots restaient coincés dans sa gorge. Les preuves étaient irréfutables. Les échanges provenaient de son compte. Sur les photos, c'était son visage. La conversation qui s'ensuivit fut la plus douloureuse de ma vie. Je lisais à haute voix ses messages à son amant, ses plaintes sur notre mariage, ses projets de divorce. À chaque ligne, Julie se recroquevillait davantage, mais nier était inutile. Les faits parlaient d'eux-mêmes. « Donc je suis vraiment aussi terne et ennuyeux » demandai-je, citant l'un de ses messages. Julie éclata en sanglots et tenta d'expliquer qu'elle avait écrit cela dans un état d'aveuglement amoureux, qu'elle ne le pensait pas sérieusement. Mais ses explications sonnaient pitoyablement et sans conviction. Quand je l'interrogeais sur Léa et son rôle dans l'organisation de l'infidélité, Julie raconta enfin toute la vérité. L'amie avait effectivement été l'instigatrice de la rencontre avec Laurent, l'avait poussée à développer la relation, l'avait convaincue que je ne serais jamais rien. Elle disait que tous les hommes trompent, que la femme a le droit d'en faire autant. Léa disait que tu étais trop doux pour soupçonner quoi que ce soit, avoua ma femme à travers ses larmes, et que même si tu la prenais, tu pardonnerais, parce que tu as peur de rester seule. Elle te traitait de mollasse qui n'oserait jamais demander le divorce. Ces mots touchèrent l'endroit le plus douloureux. Donc elle me considérait toutes deux comme un faible, incapable de me défendre. Donc ma complaisance était perçue comme de la faiblesse, une disposition à supporter toutes les humiliations, et le plus terrible, elles avaient raison. Jusqu'à aujourd'hui, j'étais effectivement prêt à pardonner n'importe quoi, pourvu que je préserve la famille. Mais quelque chose avait changé. Peut-être la fatigue accumulée au fil des années de ma propre faiblesse, peut-être le choc de l'ampleur de la trahison. Pour la première fois de ma vie, je sentis en moi la force de dire « ça suffit », fermement et définitivement. « Tu as raison », dis-je à ma femme. « Avant, je t'aurais pardonné, je me serais convaincu que les gens font des erreurs, que l'essentiel c'est notre amour. Mais maintenant, je comprends qu'il n'y avait aucun amour de ta part.
Il y avait l'habitude, le confort, la pitié pour un mari terne. Julie tenta d'objecter, jura son amour, dit que Laurent avait été une erreur, qu'elle était prête à rompre avec lui pour toujours. Mais ces mots ne signifiaient plus rien. Trop de mensonges, trop de plans dans mon dos, trop de mépris dans ses messages à son amant. Je lui dis que je voulais divorcer. Je prononçais cela calmement, sans hystérie ni reproche. Je constatais simplement le fait. Notre mariage est terminé. La confiance est détruite. Nous n'avons pas d'avenir commun. Julie sanglotait, suppliait de lui donner une chance, promettait de changer. Mais je n'écoutais plus. Cette nuit-là, je fis mes bagages et déménageai chez mes parents. Pour la première fois en 4 ans de mariage, je pris une décision de façon autonome, sans me soucier du désir de ma femme. Le sentiment de liberté par rapport à ma propre faiblesse était étrange, mais agréable, comme si un lourd joug tombait de mes épaules. Mes parents m'accueillirent avec compréhension. Mon père, habituellement réservé dans ses émotions, dit franchement qu'il avait toujours trouvé Julie trop légère pour une relation sérieuse. Maman pleurait, mais soutenait ma décision de divorcer. Ils proposèrent que je reste chez eux aussi longtemps que nécessaire. Au travail, je racontai ma décision à Maxime. Il me donna une tape approbatrice sur l'épaule et dit « Enfin tu as grandi, mon vieux. Enfin tu as cessé d'être une carpette. » Ces mots étaient brutaux, mais justes. J'avais effectivement été trop longtemps une carpette sans volonté. Maxime me donna les coordonnées d'un bon avocat spécialisé dans les procédures de divorce. Avec les preuves d'infidélité, l'affaire promettait d'être rapide et indolore. Les biens communs étaient peu nombreux, il n'y avait pas d'enfants. Techniquement, le divorce ne présentait pas de difficultés, mais émotionnellement, c'était l'épreuve la plus dure de ma vie. 4 années de vie commune s'étaient effondrées en une semaine. Projet, rêve, habitude. Tout cela devait être reconstruit de zéro. À 32 ans, recommencer sa vie à zéro fait peur, mais il n'y avait pas d'autre issue. Le plus inattendu fut l'appel de Léa, 1 semaine après que j'eus quitté ma femme. Elle demanda une rencontre, dit qu'elle avait des informations importantes qui pourraient changer mon opinion sur la situation. Sa voix était étrange, nerveuse, coupable, mais en même temps en colère. La curiosité l'emporta sur la prudence, et j'acceptai de la rencontrer. Nous nous retrouvâmes dans le même café où nous avions déjà parlé 2 fois auparavant. Mais maintenant, Léa avait l'air complètement différente, amaigrie, avec des cernes sous les yeux, manifestement en proie à un stress quelconque. Elle commença par des détours. Elle parlait du fait qu'elle regrettait ce qui s'était passé, qu'elle n'avait pas voulu détruire ma famille. Mais dans ses mots, il n'y avait aucune sincérité. On sentait qu'elle se préparait à une déclaration importante, choisissait ses mots, craignait d'en dire trop. Finalement, elle se décida et raconta une histoire qui bouleversa ma compréhension de ce qui s'était passé. Il s'avéra que Laurent et Léa se connaissaient depuis bien plus longtemps que je ne le pensais. Ils se fréquentaient depuis plus d'1 an. Ils avaient une liaison sérieuse que Léa cachait à toutes ses connaissances. Laurent lui promettait de déménager dans notre ville, de louer un appartement, de commencer une vie commune. Mais pour cela, il devait terminer ses affaires à Paris, régler des problèmes avec son entreprise. Léa croyait en ses promesses et attendait qu'il réalise ses projets. Mais les mois passaient, et Laurent repoussait toujours le déménagement. Tantôt le travail ne le permettait pas, tantôt des circonstances familiales l'en empêchaient, tantôt des problèmes de santé. Léa commença à soupçonner qu'il la trompait, qu'il l'utilisait comme un divertissement temporaire lors de ses déplacements. Pour vérifier le sérieux de ses intentions, elle décida de lui tendre un piège. Elle présenta Laurent à ma femme, belle et mariée, qui pourrait devenir pour lui une proie plus intéressante. S'il résistait à la tentation, cela signifierait qu'il aimait vraiment Léa. S'il cédait, cela signifierait qu'elle avait raison dans ses soupçons. Je pensais qu'il refuserait Julie, disait Léa en regardant la table. Je pensais qu'il me dirait qu'il avait une petite amie, qu'il n'était pas intéressé par d'autres femmes. Mais il a mordu à l'hameçon immédiatement, a commencé à échafauder des plans de rencontre dès le lendemain de leur présentation. Le plan du voyage en Thaïlande était son invention. Léa voulait organiser la rencontre de Laurent avec Julie et voir comment il se comporterait. Elle espérait qu'après une brève aventure, il reviendrait vers elle, convaincu que les femmes mariées n'apportaient que des problèmes. Mais tout ne se passa pas comme elle l'avait prévu. Laurent s'est pris sérieusement de Julie, commença à faire des projets d'avenir avec elle, à parler de divorce et de vie commune, et oublia complètement Léa, cessa de répondre aux appels et aux messages.
Il m'a utilisé pour atteindre ta femme, disait Léa avec amertume, puis il m'a jeté comme un objet inutile. Julie était plus jeune, plus belle, plus intéressante. Pourquoi s'embarrasser d'une divorcée avec un passé quand on peut avoir une jeune femme mariée avec des perspectives? Cette histoire expliquait le comportement étrange de Léa après le voyage. Sa froideur envers Julie, son refus de communiquer. Elle se sentait trahie et utilisée, mais ne pouvait pas raconter la vérité sans admettre son propre rôle dans la destruction de mon mariage. Mais la révélation la plus choquante était encore à venir. Léa sortit son téléphone et me montra des échanges avec Laurent qui me glacèrent d'horreur. Il s'avéra que ses plans étaient encore plus cyniques que je ne le pensais. Laurent n'avait l'intention de construire une relation sérieuse, ni avec Léa, ni avec Julie. Il était marié, avait une famille à Paris, et utilisait ses déplacements pour s'amuser avec des femmes crédules. Léa, comme ma femme, n'était pour lui qu'un moyen d'agrémenter ses loisirs en voyage. Dans les échanges, il se moquait ouvertement d'elle, les traitait d'idiotes provinciales qui croient aux contes de fées sur l'amour. Il partageait avec ses amis des photos de ses maîtresses, racontait les détails de leurs relations intimes, riait de leur naïveté. Il parlait de Julie de façon particulièrement cynique. Elle a quitté son mari nul pour une romance de vacances, écrivait-il à un ami. Maintenant, elle fait des projets d'avenir communs, et moi, j'ai déjà oublié comment elle s'appelle. Ces femmes mariées sont toujours les plus faciles. Elles ont l'impression d'avoir trouvé un prince qui va les sauver de leur vie ennuyeuse. En lisant ces messages, je ressentais un mélange de rage et de dégoût. Ma femme avait détruit notre famille pour un homme qui la considérait comme quantité négligeable. Elle avait cru en l'amour d'un cynique qui collectionnait les femmes comme des trophées. Mais encore plus choquante fut la découverte que Laurent contaminait consciemment ses maîtresses avec des maladies vénériennes. Dans ces échanges, figuraient des phrases sur le fait qu'il laissait un souvenir de lui, que les femmes recevaient ce qu'elles méritaient pour avoir trompé leur mari. Ce n'était plus seulement du cynisme, mais une véritable cruauté. Il exposait délibérément la santé des personnes avec qui il couchait à un risque, considérant cela comme une juste punition pour leur faiblesse. Ma femme ne s'était pas contaminée par hasard. C'était la vengeance d'un maniaque contre les femmes qui lui avaient fait confiance. Léa raconta qu'elle ne l'avait appris que récemment, quand elle avait trouvé des échanges dans son téléphone. Elle comprit qu'elle aurait pu elle-même être contaminée si leur liaison s'était poursuivie. Maintenant, elle passait des examens et priait pour qu'il n'y ait pas de conséquences. « Je voulais détruire ton mariage », avoua-t-elle les larmes aux yeux. « J'étais jalouse que Julie ait une famille, alors que moi je n'avais que les promesses vides d'un homme marié. Je pensais que si elle devenait seule, elle aussi, nous serions égales. Mais c'est devenu pire que ce que j'avais prévu. Ces révélations m'achevèrent définitivement. Donc notre famille avait été sacrifiée à la jalousie féminine et à la bassesse masculine. Julie avait cru en l'amour de quelqu'un qui se moquait d'elle dans son dos. Et Léa avait utilisé notre confiance pour résoudre ses propres problèmes. Mais dans cette histoire, il y avait encore un détail qui me frappa plus que tout. Léa me montra une photo de Laurent, prise récemment à Paris. On le voyait avec sa femme et 2 enfants. Il avait l'air d'un père de famille exemplaire. Personne dans sa famille ne soupçonnait sa double vie. « C'est un maître de la tromperie », dit Léa. « Il sait paraître ce qu'il n'est pas. » Léa baissa les yeux et serra convulsivement sa tasse de café. Sa voix se brisa quand elle reprit la parole. « Il y a autre chose que tu dois savoir, » murmura-t-elle. « Laurent ne fera plus de mal à personne. » Je la regardai sans comprendre. Elle sortit son téléphone et me montra un article de presse daté de 3 semaines auparavant. Le titre me glaça. Un homme d'affaires parisien retrouvé mort dans son appartement. C'était Laurent. Son visage me fixait depuis la photo accompagnant l'article. « Que s'est-il passé ?» demandai-je. Léa respira profondément avant de répondre. Un autre mari trompé. Un certain Marc Dubois. Sa femme est tombée enceinte de Laurent, puis a fait une fausse couche à cause de la syphilis. Elle a tout avoué à son mari dans un moment de désespoir. Marc a retrouvé Laurent et... Elle ne termina pas sa phrase. Je lus l'article en diagonale. Agression mortelle, crime passionnel. Le meurtrier s'était ensuite rendu à la police. Il risquait 15 ans de prison. Mais selon l'article, il avait déclaré aux enquêteurs qu'il ne regrettait rien. Il avait détruit tant de vies, continua Léa, les larmes coulant sur ses joues. Combien de femmes a-t-il contaminées? Combien de mariages a-t-il brisés?
Marc Dubois a simplement fait ce que nous aurions tous voulu faire. Je restais silencieux, digérant cette information. Une partie de moi ressentait une satisfaction sombre, une sorte de justice poétique. Mais une autre partie était horrifiée par la violence de cette fin. « Et toi ?» demandai-je doucement. « Tes analyses ?» Le visage de Léa se décomposa complètement. Elle se mit à sangloter, le corps secoué de spasmes. « Je suis contaminée », avoua-t-elle entre deux sanglots. La syphilis était au stade secondaire quand ils m'ont détecté. Le traitement a fonctionné, mais les médecins m'ont dit que l'infection avait causé des dommages irréversibles. Je ne pourrais jamais avoir d'enfant. Sa voix n'était plus qu'un murmure brisé. 31 ans, Pierre. J'ai 31 ans et ma vie est finie. Je rêvais d'une famille, d'enfants. Et maintenant, à cause de ma stupidité, de ma jalousie, de ma tentative pathétique de tester un homme qui n'en valait pas la peine, tout est détruit. Elle leva vers moi des yeux rougis, pleins de désespoir. Tu comprends maintenant pourquoi je voulais te rencontrer ? Je voulais que tu saches que nous avons tous payé le prix. Julie a perdu son mariage. J'ai perdu ma fertilité. Laurent a perdu sa vie. Et toi ? Toi, tu as perdu ta confiance en l'amour. Je ne savais que dire. La colère que j'avais ressentie envers Léa se transformait en une pitié douloureuse. Elle aussi était une victime, prisonnière de ses propres choix désastreux. Les médecins m'ont dit que si j'avais été détecté plus tôt, peut-être... Elle secoua la tête. Mais je retardais les examens, j'avais peur. Et maintenant il est trop tard. L'infection a provoqué une salpingite chronique. Mes trompes sont irrémédiablement endommagées. Nous restâmes assis dans un silence lourd. Autour de nous, le café continuait sa vie normale. Des gens riaient, commandaient, discutaient de choses banales. Mais à notre table régnait le poids écrasant des conséquences. « Je suis désolé, Pierre », dit finalement Léa. « Je sais que ces mots ne signifient rien, qu'ils ne peuvent rien réparer. Mais je voulais que tu saches toute la vérité. Que tu comprennes que Julie n'était pas la seule manipulatrice dans cette histoire. Nous l'étions tous, d'une façon ou d'une autre. Et nous payons tous le prix de nos choix. » Je me levai lentement. Merci pour ton honnêteté, même si elle vient trop tard. J'espère que tu trouveras un moyen de reconstruire ta vie, Léa. Nous le méritons tous les deux. En sortant du café, je réalisai quelque chose d'étrange. La nouvelle de la mort de Laurent ne m'apportait aucune satisfaction. La stérilité de Léa ne me procurait aucune joie vengeresse. Je ressentais simplement une immense tristesse pour toutes ces vies brisées, tous ces rêves détruits, toute cette souffrance inutile. Le divorce fut prononcé 2 semaines plus tard. Julie apprit la mort de Laurent par les journaux. Elle m'appela ce soir-là, en pleurs, mais je ne répondis pas. Que pouvions-nous nous dire de plus ? À 32 ans, je recommençais ma vie, seul, méfiant, blessé, mais étrangement libéré. J'avais appris la leçon la plus douloureuse de mon existence. L'amour sans respect de soi n'est pas de l'amour, c'est de l'autodestruction. Et parfois, la fin d'une histoire, aussi tragique soit-elle, est le seul chemin vers un nouveau départ.